Point un peu spécifique pour les transferts de chaleur, mais qu'est-ce qui se passe quand au lieu de devoir gérer du froid qui est à l'extérieur, on doit gérer du chaud? Mais en fait, la réflexion est tout à fait la même. Hein. Donc, c'est le transfert de chaleur de l'intérieur vers l'extérieur ou de l'extérieur vers l'intérieur fonctionne de la même manière. On va devoir gérer donc la conduction thermique, donc une paroi isolée va être plus performante qu'une paroi non isolée. On va devoir gérer la convection d'air, donc une paroi étanche à l'air va être plus performante qu'une paroi qui n'est pas étanche à l'air. Et surtout en été, on va devoir gérer le rayonnement solaire et donc prévoir des surfaces réfléchissantes et au moins des surfaces qui permettent d'éviter que le rayonnement solaire puisse pénétrer de manière directe à l'intérieur du maison. Donc, si on fait d'analogie avec d'autres éléments ici, on voit que si on veut pouvoir gérer la chaleur en été, on va prévoir des parasols, hein, donc par exemple des bannes solaires ici. On va prévoir de la ventilation quand on peut venir faire rentrer de l'air frais, donc ça c'est ce qu'on appelle la ventilation nocturne, hein, et on va protéger les vitrages du rayonnement. Donc ça, c'est pour faire l'analogie avec ce qu'on vient mettre sur les pare-brises en été. Donc l'élément qui va jouer un rôle également et qui n'est pas à négliger pour le confort estival, c'est l'inertie thermique. Et ça, l'analogie que je vais vous faire, c'est le bloc de glace que vous venez mettre dans votre bac frigo. Mais votre bloc de glace, il a accumulé une certaine énergie quand vous l'aviez mis dans le congélateur, et pendant un certain temps, il va pouvoir s'opposer au changement de température qui lui est soumis. Donc plus ce bloc de glace va être grand, mais plus longtemps il va pouvoir conserver le frais à l'intérieur de ce bac frigo. Donc c'est exactement le cas ici. Hein. Donc plus l'inertie thermique de votre bâtiment va être élevée, plus difficile ça va être de réchauffer l'ambiance, et plus de temps ça mettra pour que l'intérieur de l'habitation se réchauffe. Donc Chris me demande ici si je peux, pour gérer la surchauffe estivale, pas simplement mettre un isolant qui a un bon déphasage thermique. C'est une assez bonne question, c'est des choses qu'on lit beaucoup dans les documentations commerciales et pas que. Et pour pouvoir répondre à cette question, ce qu'on a fait il y a déjà quelques années, c'est faire une simulation thermique sur base d'un bâtiment un peu type, où en fait on a regardé comment réagissait un bâtiment donc par rapport au changement par rapport à une canicule. Donc la canicule ici, en l'occurrence de 2003. Pourquoi 2003 ? Tout simplement parce qu'en fait en 2003 on a eu 12 jours consécutifs avec des maxima supérieurs ou égaux à 30 degrés, ce qui est encore au jour d'aujourd'hui une des canicules les plus intenses qu'on a eu à gérer. Donc si vous regardez le petit graphique ici de l'IRM que je vous ai mis, donc si on voit donc à la verticale la durée de la canicule et à l'horizontale l'intensité de la canicule, donc c'est le nombre de degrés où on dépassait les limites en fonction du jour, on voit en fait que la canicule de 2003, donc qui se trouve juste de l'autre côté ici, elle est environ similaire à ce qu'on a pu avoir, en fait en 2020 en termes d'intensité et de durée. Donc on a aussi la canicule de 2019 qui est juste ici. Donc elle était très intense, on le voit, hein, elle est très loin sur l'échelle ici à l'horizontale, mais par contre elle a duré relativement peu de temps. Et donc ça n'a pas vraiment de sens de l'utiliser pour pouvoir simuler des canicules. Pourquoi ? Parce que comme je vous l'ai dit, en fonction de l'inertie d'un bâtiment, il va falloir vraiment plusieurs jours pour que la chaleur s'accumule dans le bâtiment et qu'on arrive à un niveau d'inconfort vraiment important. Donc là, la canicule de 2003 est vraiment représentative ici. Donc on a déterminé certains taux de ventilation, hein, donc le jour et la nuit, des gains internes de chaleur le jour et la nuit. Donc les gains internes, c'est quoi ? Par exemple, c'est votre chargeur de téléphone. Votre chargeur de téléphone, il chauffe un petit peu, il émet de la chaleur dans le bâtiment et donc il réchauffe l'air, etc., etc. Ça peut être votre ordinateur portable et toute une série d'autres symboles.
Donc on a regardé quand les protections solaires étaient absentes ou présentes, voir l'influence que ça allait, différents taux de ventilation, donc le jour, la nuit, et on a regardé un petit peu ce qui se passait dans notre bâtiment. Je vais pas vous exprimer toutes les hypothèses qui ont été prises ici, mais donc vous pouvez les retrouver dans notre article sur notre site internet. Donc on a une toiture relativement classique ici, hein, donc une isolation entre chevrons qu'on a fait varier avec différents types d'isolation. Quand même intéressant de remarquer ici qu'on avait quand même une relativement bonne inertie thermique. Pourquoi? Parce qu'au sol on avait une dalle en béton et sur les murs on avait donc une paroi en maçonnerie. Donc très clairement ici ces éléments ils sont favorables pour lutter contre la surchauffe. Mais ça représente globalement la plupart des habitations. Donc c'est le modèle qu'on a choisi. Si on avait eu donc une maison par exemple à Ossaturbois qui est naturellement un peu plus légère et qui a naturellement moins d'inertie thermique, ou des cloisons intérieures encore plus légères, ben on aurait eu une variation plus rapide des températures à l'intérieur. Donc le résultat qu'on a obtenu, c'est celui-ci, il est quand même assez intéressant. Donc on voit la comparaison entre 4 types d'isolants ici. Donc en bleu, vous voyez la variation de la température à l'extérieur, et alors dans les autres couleurs, vous voyez donc la variation de température pour 4 types d'isolants qu'on est venu essayer, hein, qui correspondent en fait aux valeurs un petit peu extrêmes qu'on retrouve sur le marché en termes de poids et en termes de capacité thermique. Donc on a comparé de la cellulose ici, du polyuréthane, de la fibre de bois et de la laine de bois. Donc on a fait une distinction entre la laine de bois et la fibre de bois pour en fait comparer des panneaux qui sont assez denses, hein, donc le type de panneau qu'on va utiliser pour des toitures sarking, et de la laine de bois qui sont les panneaux plus souples et qui vont plutôt avoir tendance à être utilisés donc dans des caissons pour voir un petit peu, en fait, est-ce que simplement la masse volumique joue un rôle important. En tout cas, la masse volumique de l'isolant joue un rôle important. Donc, si on regarde ici la différence, donc on voit quand même que la plupart des isolants, hein, pour des mêmes conditions, donc de protection solaire et de ventilation nocturne, donc ça c'est ce qui va distinguer un petit peu les deux paliers que vous voyez ici. Donc, vous voyez qu'en fait chaque fois, pour les deux paliers qu'on a, en fait les 4 isolants qu'on a comparés ont pas ont pas un comportement exactement pareil, hein, donc on peut pas dire que l'isolant n'a aucune influence sur la température de l'air intérieur, mais par contre, on voit bien que cette influence est beaucoup moins importante que le fait de prévoir des protections solaires et une ventilation nocturne. On voit bien que donc les courbes qui sont en dessous, donc les 4 courbes qui sont en dessous, donc qui permettent d'avoir une température intérieure plus faible, sont les courbes donc du modèle où on a prévu donc des protections solaires sur les vitrages et une ventilation nocturne dans le modèle. Donc il y a cette publication ici, elle n'a pas convaincu tout le monde, et donc on a décidé en 2020, et c'est plutôt bien tombé 2020, hein, parce que comme je vous le montrais tout à l'heure, 2003 et 2020 au final sont des canicules, bon pas les mêmes, hein, parce qu'évidemment on peut pas reproduire toujours on peut pas reproduire exactement la même canicule, mais en tout cas relativement similaire en termes d'indicateurs, et donc on a pu effectivement vérifier et comparer différentes maisons qui ont fait exactement donc la même composition, hein, donc dans un lotissement, et voir un petit peu l'influence donc des protections solaires et de la ventilation intensive durant la nuit, et on a pu d'une certaine manière valider le modèle qui avait été fait quelques années auparavant. Donc voilà. Donc en résumé, si on veut lutter contre la surchauffe en été, la première chose qu'on va devoir prévoir, c'est une isolation thermique, hein, donc gérer la conduction de chaleur. Deuxième chose, une étanchéité à l'air, donc gérer la convection d'air. Troisièmement, on va devoir gérer donc le rayonnement solaire, hein, donc avec des protections solaires efficaces. On remarque que si on prévoit des protections solaires, on va déjà gagner un tiers en termes de confort, hein, donc de dépassement des seuils
par rapport à 25 degrés. Et si on prévoit de la ventilation nocturne, donc ça c'est le quatrième facteur, on va aussi environ gagner un tiers en termes de confort. Donc si on prévoit à la fois des protections solaires et de la ventilation nocturne, on va pouvoir diminuer par 3 l'intensité de la surchauffe à l'intérieur de notre maison, et donc du temps, si on veut, durant lequel la température se trouve au-dessus de 25 degrés à l'intérieur de notre maison. Donc ça va être super important. Et finalement, le dernier élément qu'on peut faire pour lutter contre la surchauffe, c'est de prévoir des matériaux lourds. Donc je vous ai mis un petit tableau ici d'une comparaison de différents matériaux, et on voit bien qu'en fait, si on veut apporter de l'inertie thermique dans notre logement, en fait, on aura tout intérêt à plutôt aller chercher cette inertie donc dans les matériaux de construction plutôt que dans l'isolant à proprement parler. Donc, si vous comparez par exemple du pire et de la cellulose ou du pire et de la laine de bois, très clairement, vous allez avoir une inertie. Donc, c'est la dernière colonne qu'on voit ici. En tout cas, c'est l'image de l'inertie qui est fort différente. On a un facteur 8 ici, quelque chose comme ça, entre l'inertie de notre isolation en laine de bois par rapport à notre isolation pire. Donc ça veut dire que notre laine de bois va pouvoir mieux accumuler l'énergie sans augmenter de température. Mais si on compare cette même laine de bois avec par exemple un carreau de plâtre, on voit qu'en fait la laine de bois elle a encore une inertie 3 fois plus faible que votre carreau de plâtre. Mais pourquoi? Parce qu'en fait l'inertie thermique elle est fonction de la masse volumique, et fatalement, quand on a un isolant thermique, ce qu'on essaie de faire, c'est emprisonner de l'air, et donc la plupart des isolants thermiques vont toujours être relativement légers. Qui dit léger dit faible inertie thermique, et donc c'est certainement pas la priorité à avoir. Donc première chose, si on veut un bâtiment qui résiste bien aux canicules, on va devoir prévoir inévitablement des matériaux lourds. Et voilà, si on n'a pas le choix, on va pouvoir se tourner vers des isolants lourds, mais très clairement, ça aura moins d'influence. Donc protection solaire ici, quel va être l'impact? Donc je me suis aussi permis de faire une petite simulation pour comparer donc les 3 situations qu'on voit ici. Donc 2 Velux orientés au sud. Donc là, dans la première situation, j'ai juste mis les fenêtres de toit comme ça exposées normalement au soleil. Donc on a 2 fenêtres de toit de 0,5 mètres carrés. Donc, et dans les autres cas, j'ai mis soit un volet, donc qu'on voit ici au milieu, soit des stores qui ont donc des facteurs solaires, donc en quelque sorte le rayonnement qui laisse passer. Donc le vitrage ce sera 0,5, donc ça veut dire qu'on a le rayonnement qui est à l'extérieur. Et il y a la moitié qui est réfléchie, la moitié qui rentre dans le bâtiment, pour faire simple. 0,2 pour le store, donc ça veut dire que pour le store, il y a 80% qui reste à l'extérieur, 20% qui rentre. Et 0,04, donc 4% pour le volet. Donc j'ai comparé ces différentes situations, donc sur base d'un rayonnement solaire de 1000 watts par mètre carré, qui est qui est assez commun ici en Belgique. Donc si on prend la première situation, donc j'ai un volet, donc j'ai mes 1000 watts par mètre carré qui viennent du soleil. Ces 1000 watts, donc ils doivent traverser le volet et la fenêtre, donc il y a 4% qui vont traverser le volet, et la moitié de ce qui reste qui va traverser la vitre. Et donc on a, sur les 1000 watts émis par le soleil, on a 20 watts de chaleur qui vont pénétrer dans le bâtiment dans cette situation. Donc avec le volet complètement fermé, bien entendu. Donc ça correspond en fait à un chargeur de téléphone. C'est comme si vous étiez en train de charger votre téléphone à l'intérieur des combles. Ça produit la même chaleur à travers la vitre. Deuxième situation, je modélise ces deux mêmes fenêtres de toit, mais donc avec des stores à la place du volet. Mais c'est comme si j'avais 2 ampoules halogènes qui étaient allumées. J'ai
une énergie qui traverse de 100 watts. Donc là, on arrive déjà dans quelque chose de conséquent. Hein. On dit souvent quand on est beaucoup, quand on est nombreux, qu'on réchauffe l'air ambiant. Ben en fait, 100 watts, c'est environ la chaleur qu'on émet en tant que personne dans une pièce. Donc, dernière situation, donc on a modélisé donc la situation où le rayonnement solaire doit uniquement traverser le double vitrage ici, donc 1000 watts x 0,5, et alors là, on voit qu'on a une chaleur de 500 watts qui va traverser nos deux fenêtres de toit, ce qui correspond en fait à un sèche-serviette électrique qu'on aurait laissé allumer dans une salle de bain pendant toute la durée de la canicule. Donc là, très clairement, Liliane, elle voit ça, elle tombe un peu des nues, hein, donc le couvreur lui avait proposé de venir installer un volet, elle a dit « Oh non, ça coûte 1000 euros, je trouve ça un peu trop cher », elle l'a pas fait, et du coup là, elle est peut-être en train un peu de regretter, d'autant plus que comme elle avait trop chaud en été, elle est venue installer un climatiseur, donc en fait elle a déjà d'une certaine manière payé donc environ la même somme que le volet pour acheter son climatiseur. Donc elle évacue une certaine chaleur et on voit ici sur la photo que bon, elle a toujours pas de volet, toujours pas de protection solaire. Et donc là, moi c'est ce que je vais vous appeler de l'économie circulaire. Hein. Donc on évacue du froid par le climatiseur et en même temps il y a la même quantité de chaleur qui rentre via la fenêtre. Donc en fait on a vraiment une influence qui est pour ainsi dire nulle. Donc on aurait un volet et la fenêtre fermée, qu'en fait ça fonctionnerait tout aussi bien sans consommer d'électricité. Donc voilà. Je pense effectivement qu'en tant que couvreur, avec ce type d'argument, en tant que professionnel même de manière plus générale, vous allez pouvoir très clairement attirer l'attention sur l'importance de prévoir des protections solaires sur les vitrages qui sont directement exposés au soleil. Donc ça c'était tout ce qui avait un rapport au transfert de chaleur.